Bonjour à tous, merci Christophe. J'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, je vais couper la vidéo très rapidement pour éviter les encombrements Internet. Donc, je suis Jean-Louis Tillet, je fais partie de l'équipe de Christophe, donc l'équipe Enterprise Networking. J'ai une responsabilité un petit peu plus business sur les grands projets de transformation autour du réseau de campus et Wi-Fi. Et je serai accompagné de Federico Ziliotto, notre consultant wireless sécu de l'équipe, qui va effectivement approfondir la partie Wi-Fi 6 et les enjeux et surtout les innovations qu'on a développées autour de nos solutions. Moi, je vais faire juste un point assez rapide sur les enjeux, se remettre un petit peu en phase le contexte marché, les enjeux chez nos clients, les évolutions, effectivement, par rapport à ces enjeux, et justement les solutions qui sont développées déjà depuis 4 ans maintenant, et vous faire un point pendant tous ces modules, effectivement, sur une ligne de vie, vous présenter effectivement toutes les services et les solutions, les use cases sur lesquels ces solutions répondent. Je coupe la vidéo, ça permettra d'avoir peut-être une meilleure qualité de son. Et je vais revenir effectivement sur les enjeux. Donc les enjeux aujourd'hui, vous les connaissez tous. C'est effectivement une grande une montée en nombre d'utilisateurs côté mobilité et côté effectivement interaction avec le réseau, qui soit Internet ou réseau d'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, on fait plus beaucoup la différence entre la connectivité réseau et Internet. C'est vraiment une notion globale où l'utilisateur, effectivement, se considère dans son réseau, quel que soit l'environnement dans lequel il va se trouver, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, en voyage, au fond, au fond d'un environnement peut-être plus contraint dans une usine, dans une mine, etc. Donc le réseau de campus, en fait, c'est vraiment là où on travaille, quelle que soit la connectivité. Et surtout, on va avoir une progression, on voit toujours une progression de la connectivité dans ce monde mobile. Mais ce qui est important, c'est l'arrivée de l'IoT. Ça, c'est nouveau. L'IoT, qui était quand même dans un monde séparé, l'IoT progresse dans un modèle sans fil. Et on va voir arriver sur le marché des milliers et des milliers de capteurs qui vont s'intégrer dans ce modèle de connectivité, donc 5G, Wi-Fi, etc., et qui vont effectivement apporter de la corrélation d'événements, de l'information complémentaire pour enrichir les applications mobiles et les prises de décision effectivement dans les enjeux business. Alors, effectivement, cette multiplication des connectivités réseau multiples va faire porter une attention assez particulière sur la sécurité. Comment sécuriser ces environnements, comment éviter effectivement l'interaction avec tout ce qu'on peut voir en termes d'attaques potentielles sur le réseau. C'est vraiment les enjeux qu'on va d'ailleurs aussi développer pendant les 6 modules. Donc en fait, on va parler de campus et de réseaux modernes. On va beaucoup travailler sur la modernisation du réseau. On va voir que la modernisation d'un réseau sur plusieurs axes, et notamment sur la programmabilité du réseau. On va parler beaucoup de programmabilité du réseau, et on va effectivement, le réseau va être en face de plusieurs enjeux, que ce soit le cloud, que ce soit l'optimisation, user experience, la sécurité et l'interface avec le monde du mobile. Alors la première chose, effectivement, c'est qu'effectivement la problématique du réseau aujourd'hui, on dit souvent que le réseau, les couches basses du réseau, les protocoles sont aboutis. Aujourd'hui, tous les réseaux de campus sont IPv6, on a des encapsulations, des XLAN, etc. On a beaucoup de choses qui sont au cœur des patterns qui ont été effectivement portés sur ces environnements-là. Mais la difficulté, elle est sur l'orchestration et le management de ces environnements. On travaille beaucoup en mode manuel. Aujourd'hui, les différentes études, Forrester, IDC, Gartner, montrent que toutes les modifications du réseau se font encore manuellement, même s'il y a des outils d'aide de management. Ça se fait plutôt manuellement. Et effectivement, ça peut générer un certain nombre d'erreurs ou potentiellement d'ouverture vers des problèmes de politique de sécurité dans ce réseau. Des mauvaises ACL, des mauvaises modifications, etc. Et puis, bien entendu, ça a un impact puisque le temps qu'on passe à travailler sur ce réseau manuellement, eh bien, des dépenses, c'est des coûts opérationnels qu'on ne peut pas exploiter pour peut-être travailler plus sur l'innovation, injecter des
nouvelles applications ou travailler sur des nouveaux projets autour du réseau de campus. Finalement, le réseau, les trois composantes majeures qui sont les trois défis majeurs en fait qu'on rencontre chez nos clients, c'est la difficulté de la gestion de ce réseau, la difficulté de la segmentation, de pouvoir de façon hyper rapide donner des droits ou donner des politiques d'accès et d'applicatifs et applicatifs sur des groupes d'utilisateurs ou des environnements particuliers. Et puis surtout la capacité, la complexité liée à ce réseau, d'avoir des difficultés de résoudre très rapidement ou de trouver ou d'avoir une prédictivité ou d'avoir de l'anticipation sur un problème potentiel sur le réseau. Alors vous avez vu défiler un écran vert avec du CLI, mais tout ce qu'on dit là, effectivement, on repose sur du CLI actuellement, mais on n'abandonne pas le CLI. Ça sera toujours un point de, de concentration sur lequel on pourra effectivement ou toujours visualiser ce qui se passe à travers le réseau quand on va effectivement le moderniser. Alors le deuxième événement qui est important, qui sort effectivement de la notion de management ou d'orchestration, c'est qu'effectivement la donne change et l'action, l'arrivée de ces environnements mobiles, en fait, et la digitalisation, la fameuse digitalisation qui arrive surtout autour des équipements qu'on connecte au réseau, hein, puisqu'à chaque fois qu'il y a un changement de paradigme, que ce soit l'arrivée du PC, ça a été l'arrivée du mobile, aujourd'hui l'arrivée des smartphones et des tablettes font que, eh bien, on va travailler différemment. Et les DSI, en fait, non seulement ils ont des problématiques de connectivité et de sécuriser l'accès des utilisateurs, de vérifier que les devices sont à niveau et qui sont également dans la policy de l'équipe, du groupe, d'un point de vue sécurité également, mais les enjeux sont aussi applicatifs et il faut que les applications fonctionnent. Donc l'environnement, on va beaucoup s'orienter sur la notion de user experience. Il faut que les données qui traversent ces réseaux et arrivent sur les smartphones soient sécurisées, qui ne transportent pas non plus des problèmes d'attaque, de choses comme ça, et surtout les applications doivent être effectivement toujours opérationnelles puisqu'on va arriver sur des environnements critiques, et donc les enjeux, les variables finalement ont changé depuis l'époque où on figeait une image sur un ordinateur et puis on avait une contrainte, on avait un environnement qui était assez figé et assez logique et surtout sur lequel les modifications en fait on les mesurait, on arrivait à anticiper quelque part puisqu'on figeait l'environnement de travail. Là, c'est complètement différent, donc on va avoir deux données importantes autour de la mobilité, notamment la sécurité des données, des accès et ce qu'on appelle le user experience, la capacité d'être sûr que l'application qui traverse effectivement ces données et ces smartphones soit opérationnelle vis-à-vis de l'utilisateur. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose d'assez nouveau qui apporte cette notion où effectivement le réseau qui est souvent qui a beaucoup d'informations et finalement qui a du contexte, et qui est capable de donner de l'information à un utilisateur ou à un décideur finalement, enfin une instance de décision. En fait, on l'exploitait pas jusqu'à maintenant, fait qu'on a remis un petit peu en forme cette notion d'information qui traverse le réseau, et on a travaillé sur un réseau qu'on appelle un réseau intuitif, donc Intent-Based Networking. Alors cette notion est arrivée du Gartner pour lancer cette notion de modernisation du réseau, de faire que effectivement toutes ces informations qui transitent à travers le réseau, hein, le switch, le Wi-Fi, les contrôleurs, c'est très bavard, ça fonctionne et ça donne beaucoup d'informations. Et ce qui était la première chose à faire, c'était d'avoir sa capacité de corréler ces informations, les stocker, les corréler, et de commencer à donner des solutions ou de la capacité de faire qu'on puisse agir sur ce réseau de façon simple, à une zone d'intuition, et de dire je veux découper un groupe et donner des droits et des politiques d'accès ou des politiques d'usage à tel groupe d'utilisateurs et enclencher automatiquement à travers tout le réseau ces différentes de mettre en place ces différentes politiques ou travailler automatiquement sur les protocoles pour que ça soit diffusé de façon automatique justement et très sécure. Donc en fait la notion de réseau intuitif, c'est simplement une capacité d'écouter le réseau,
de corréler ces événements et de pouvoir agir de façon simple et efficace sur le réseau. Et puis bien sûr contrôler, on peut toujours contrôler ce qui se passe en levant le capot et en regardant effectivement ce qui se passe au niveau du CLI, des protocoles, etc. Je dirais presque comme on le faisait habituellement. Donc l'idée c'est de dire on va moderniser avec ces solutions et puis surtout apporter un impact sur les coûts opérationnels et laisser aussi du temps à l'innovation sur ce réseau et puis surtout une agilité importante pour que les applications critiques ou les innovations qui vont arriver dans les entreprises puissent se déployer à travers le réseau de façon simple et très sécure. Voilà, ça c'est l'objectif effectivement d'un réseau moderne et dans cette notion de réseau intuitif. Alors comment ça marche et comment on pourrait le visualiser en quelque sorte? Eh bien en fait il faut le visualiser de façon très simple. En fait il y a une partie architecture, donc des technologies, donc des switches, du Wi-Fi, des contrôleurs, des cœurs de réseau, du WAN, etc. Et puis une notion d'orchestrateur qui va héberger un certain nombre de services, et ces services-là qui vont, à travers un certain nombre d'actions, et pouvoir effectivement piloter l'ensemble du réseau. Alors, on décrit souvent 4 axes de services qui sont les axes principaux, qui sont la capacité de designer son réseau, le provisionner, de préparer ses politiques de sécurité, et puis de faire de la métrologie, de la télémétrie pour visualiser ce qui va se passer dans le réseau. Ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'en fait, on travaille sur une notion de plateforme, sur 2 axes. L'architecture réseau, en fait, vous allez le voir, ce sera le dernier module de la session. On a complètement modernisé le portfolio réseau et on a travaillé sur cette notion de plateforme, c'est-à-dire qu'on a travaillé pour développer des boîtiers avec d'abord un ASIC, une typologie d'ASIC programmable. On va retrouver sur l'ensemble des systèmes un operating system modulaire, iOS XE, qu'on va retrouver aussi bien sur le réseau switching que sur la partie Wi-Fi. Federico vous parlera de ces éléments-là. Et puis, beaucoup d'APIs, des APIs qui vont permettre de mettre cette plateforme dans un environnement SDN, donc Software Defined Network, donc de pouvoir piloter et pouvoir apporter de l'innovation dans le réseau. On parlait tout à l'heure d'IoT dans l'arrivée de la mobilité. Eh bien, une radio doit pouvoir se reprogrammer pour pouvoir accepter des protocoles Zigbee ou pourquoi pas LoRa ou des choses comme ça pour pouvoir justement apporter sur la même plateforme de nouveaux services. Donc c'est vraiment l'idée et c'est ce qu'on propose aujourd'hui sur le marché à travers nos plateformes Catalyst 9000, que ce soit Wi-Fi d'ailleurs, qui s'appelle également Catalyst, que Switching, et qu'on va retrouver également côté SD-WAN, côté WAN, et qu'on connaît déjà côté ACI d'un point de vue data center. Ça, c'est la philosophie côté plateforme. Et puis finalement, la solution qui va être la partie visible du réseau intuitif, ce qu'on appelle le DNA Center, qui va embarquer un certain nombre de services et qu'on va visualiser. Et ça sera la ligne de vie que vous allez voir à travers les 6 modules. Effectivement, on va voir un petit peu dans la vie du réseau, que ce soit le jour 0, le 0 day, la notion de run, la notion d'évolution et d'agilité de ce réseau, eh bien, on va travailler effectivement sur 3 zones de services. La première qui permet justement l'automatisation du réseau, zéro touch, déploiement, ZTP, de la capacité de pousser des configurations la façon le plus simple possible à travers tout le réseau pour que tout soit homogène. Le deuxième module, ça va être un module qu'on appelle assurance, qui va être axé autour de la visibilité du réseau, donc beaucoup de télémétrie, et qui vont apporter cette capacité d'anticiper des problèmes. Souvent, on pose la question à nos clients, est-ce que le réseau fonctionne? La réponse est oui, souvent, même très très souvent oui, mais à quel niveau de fonctionnement? Est-ce qu'il y a des problèmes quelque part où il y a des choses qui vont se passer? Est-ce qu'il y a peut-être un port qui flappe quelque part et qui finalement n'a pas beaucoup d'incidence mais qui va avoir des problèmes, qui va apporter des soucis à un moment donné? Cette visibilité, cette anticipation qu'on va surtout retrouver autour de la mauvaise perception ou la perception que par exemple le Wi-Fi ne fonctionne pas quand il y a un problème, puisque tout le monde est connecté au Wi-Fi. Eh bien c'est cette brique-là
va être majeur dans cette capacité effectivement d'anticiper et de visualiser un certain nombre de problèmes, et puis faire du troubleshooting, bien sûr, pour aider à trouver les problèmes là où ils sont et pas forcément là où on pense d'un premier aspect. Et puis le dernier brique, on va pouvoir. Alors il n'y a pas forcément de sens dans le choix ou dans l'évolution. On peut complètement réfléchir sur déjà une sécurisation très avancée par des notions de policy, de la segmentation à travers son réseau. Ça peut être le premier point, le premier use case qu'on va rencontrer chez nos utilisateurs, de pouvoir avoir une capacité de façon rapide à mettre en place des politiques de sécurité. On a beaucoup connu ça dans le monde du bring your own device, par exemple, dans le monde de la mobilité, où on amenait des systèmes qui n'étaient pas forcément des systèmes acquis par l'entreprise. Il fallait mettre ces systèmes dans un tunnel, faire du guest, savoir est-ce que c'est un employé, est-ce que c'est un visiteur. Donc cette notion de sécurité et de segmentation, en fait, elle est arrivée de façon hyper concrète avec l'arrivée des smartphones, encore une fois, et du bring your own device, mais on ne parle pas vraiment de bring your own device, mais de capacité à mettre des systèmes grand public dans le réseau. Et la première réflexion, la première difficulté, ça a été qu'est-ce que je mets en place pour permettre, sécuriser l'accès, et puis surtout de segmenter de façon très simple, soit par tunnel, mais bon, le tunnel a ses limitations, et puis diffuser cette capacité pour des employés qui étaient en headquarter, donc arriver soit dans des usines ou soit dans des boutiques, d'avoir le même niveau de sécurité et d'accès à son réseau. C'était vraiment des discussions qui maintenant sont beaucoup plus simples à mettre en place dans un réseau moderne et avec des data centers notamment. Voilà. Donc cette notion d'orchestration, on va la retrouver, vous allez la retrouver pendant les différents modules. Je vous disais, c'est un petit peu la ligne de vie qu'on aura pendant ces différentes sessions. Et puis ce qu'on fait également, ce qu'on a fait après plusieurs années maintenant de mise en œuvre de cette solution, c'est que de se dire finalement une plateforme, un orchestrateur pour gérer son réseau de façon simplifiée, fait pas suffisant, puisqu'on reste, je dirais, dans un modèle monolithique, si on reste comme ça, et il fallait absolument que cette plateforme s'ouvre déjà vers le monde réseau. Donc on va voir qu'effectivement il y a une interaction très forte avec la sécurité, avec Identity Service Engine par exemple, avec ACI, avec donc la partie data center, TrustSec, la partie Meraki, la partie SD-WAN. Donc en fait, on a travaillé beaucoup autour des APIs pour faire qu'on ait cette corrélation et cette imbrication forte avec les solutions Cisco, mais également avec le monde de l'entreprise. Et on va retrouver des solutions tiers, par exemple comme ServiceNow, où on va pouvoir, sur un problème identifié ou un seuil d'alerte qu'on va retrouver dans le data center, de remonter un ticket automatiquement à travers un service de ce type. Donc on va vous expliquer également que cet orchestrateur, qui a un rôle de simplification, d'automatisation et de sécurité, c'est une plateforme également ouverte et dans laquelle vous pourriez également développer vos propres services pour pouvoir injecter effectivement de la valeur ajoutée au niveau du réseau et surtout au niveau de la simplification de ce réseau. Alors comme je vous disais, là, c'est pas uniquement une vision côté campus, c'est vraiment une vision globale de Cisco, cette notion de réseau intuitif. On va le retrouver, si vous avez suivi des sessions autour de SD-WAN, la philosophie et cette notion de dématérialisation, d'overlay, de campus, de sécurité, de simplification et d'interaction de réseau. Donc simple à utiliser, on va le retrouver sur SD-WAN. On avait commencé sur ACI côté data center, et puis on va faire évoluer à travers toutes nos plateformes pour que ce soit effectivement le plus cohérent possible dans un réseau d'entreprise très large. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la clé de la stratégie Cisco. C'est pas uniquement une solution axée campus, c'est vraiment une stratégie globale et toute la R&D travaille autour de ça. Aujourd'hui, on va se focuser un tout petit peu plus sur ce qui se passe à l'entrée du réseau et notamment plus particulièrement sur l'entrée mobile, l'entrée sans fil du réseau, parce que les premiers enjeux finalement sont là. Comment
je vais régler ces dizaines, centaines, voire milliers d'utilisateurs ou de systèmes qui rentrent dans mon réseau à travers le Wi-Fi. Vous avez vu, depuis maintenant plusieurs années, les portables ou les ultra-portables n'ont plus de port RJ45, donc de toute façon, il n'y a plus de discussion possible, il faut les connecter au modèle Wi-Fi. Les tablettes, les smartphones ont été multipliés par le nombre d'utilisateurs. On voit arriver dans le monde industriel des systèmes, dans les milieux hospitaliers, on voyait déjà les tortues fonctionner pour aller chercher les médicaments dans les couloirs, des systèmes automatisés, des systèmes embarqués pour de la réalité virtuelle, portable, pour effectivement soit faire de l'aide médicale, de l'aide de production, des choses comme ça. Une grosse modification également dans le monde de l'IoT, où en fait on avait des systèmes basés sur des operating systems propriétaires, des tablettes propriétaires qui faisaient du picking ou qui faisaient de la gestion assez simplifiée, de la gestion de stock par exemple. Aujourd'hui on voit ces systèmes passer sur des systèmes Android ou iOS ou Windows, et effectivement, qui embarquent beaucoup plus de richesse d'applications, donc besoin de sécurité, et voire de localisation, de géolocalisation de ces systèmes. Donc un panachage énorme de solutions qui vont entrer dans ce réseau à travers le Wi-Fi. Alors, bien entendu, l'idée, c'est comment effectivement étendre cette capacité d'un réseau intuitif, d'un réseau programmable, jusqu'à cette et assurer la sécurisation ou l'accès identifié de cet environnement. Et aujourd'hui, on ne parle plus vraiment d'accès sécurisé mobile, des systèmes mobiles, mais on parle de la mobilité de l'identité. Comment on va résoudre effectivement la mobilité de l'identité et pas forcément la mobilité du device, puisque derrière le device, en fait, ce qui est important, c'est la personne ou les applications qui transitent et qui sont utilisées. Donc les deux axes qu'on va beaucoup regarder dans le premier temps, c'est effectivement, ça, Federico vous en reparlera, c'est la capacité d'apporter de l'innovation pour que la solution n'ait zéro défaut, c'est-à-dire qu'il n'y ait jamais d'interruption de service, puisque à partir du moment où le barycentre d'accès au réseau, c'est la mobilité et le Wi-Fi, il faut que le système soit always on, donc toujours opérationnel, et avec des critères très importants sur cette notion de failover ou de capacité de reprise automatique ou de zéro arrêt du réseau, donc ça c'est très important. Et la sécurité, donc comment propager non seulement l'accès par des protocoles d'authentification, ou surtout l'extension d'une politique d'un utilisateur, même s'il est derrière son mobile, donc que cette politique d'accès ou d'usage soit vraiment propagée à travers tout le réseau jusqu'à l'utilisateur mobile et Wi-Fi et de son réseau. Donc ça fait partie effectivement des enjeux qu'on propose aujourd'hui. Et puis le dernier point, ce que je vous ai un petit peu euh, présenté très rapidement dans le module télémétrie, c'est comment on va être sûr que la qualité de l'application au niveau de l'utilisateur est vraiment là. C'est-à-dire que c'est vraiment permettre d'avoir une visualisation de santé du réseau Wi-Fi qui permet de savoir si effectivement le réseau est efficace, si l'utilisateur a bien les qualités attendues de son application, qu'il soit bien dans un environnement sécurisé et que surtout on puisse anticiper potentiellement des problèmes. On est dans un modèle radio, on n'est pas, moi je dis toujours c'est le Wi-Fi, c'est pas du réseau, c'est d'abord de la radio. Donc, comment assurer que effectivement toutes ces composantes sont opérationnelles et servent correctement l'utilisateur et surtout les applications pour avoir, je dirais, un outil de production le plus efficace possible. Je vais laisser effectivement la main pour la suite à Federico, et qui va vous détailler un petit peu ce qu'apporte le Wi-Fi 6 et qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Et puis, effectivement, apporter cette différenciation également technologique de ce qu'on fournit au niveau des solutions Cisco. À toi, Federico. Merci beaucoup, Jean-Louis. Alors, je vais reprendre la présentation. Alors déjà, pour clarifier la question, si jamais ça perturberait quelqu'un,
Oui, je suis en train de présenter de la chambre. Normalement, parce que l'audio, la sono est meilleure, à la fois pour moi et pour les autres gens qui habitent avec moi. Mais je vais tout de suite couper la vidéo pour être sûr qu'on va optimiser les performances WebEx. On se revoit probablement à la fin de la présentation. Alors, comme Jean-Louis avait commencé à anticiper aussi, les Wi-Fi aujourd'hui est devenu, déjà maintenant, j'oserais dire depuis des mois, des années, le moyen principal de connexion dans les entreprises, peu importe les métiers. Ça peut être pour des bureaux classiques, mais aussi pour un réseau industriel, un réseau dans les milieux de la santé, des équipements médicaux spécifiques. Dans l'événementiel, bien évidemment, on a des réseaux invités qui sont 100% Wi-Fi depuis longtemps déjà. Donc, c'est vraiment le moyen principal de connexion. Et c'est pour ça que chez Cisco, autour du Wi-Fi, on a effectivement bâti une stratégie qui passe bien évidemment par les réseaux, parce que c'est lui qui fournit, on va dire, les Wi-Fi à la base, mais aussi un service qui peut être enrichi avec tout un ensemble d'autres solutions qui vont aussi sous le nom de l'approche DNA, donc Digital Network Architecture. Quand on parle de DNA chez Cisco, il y a effectivement plusieurs composantes. Les réseaux, parce que c'est par là qu'il faut se connecter, mais aussi tout ce qui est services de contrôle d'accès, comme la brique Identity Service Engine, des services additionnels pour les métiers, quand on parle parfois, par exemple, de géolocalisation, de suivi des zones d'affluence d'un réseau Wi-Fi, que ce soit dans un bureau, mais aussi dans une file d'attente, dans un musée, dans une gare, etc. Mais aussi des services qui nous donnent la possibilité de monitorer ces Wi-Fi, de comprendre, de savoir à tout moment quelle est la qualité de l'expérience des utilisateurs et éventuellement de faire aussi une sorte de prédiction sur des éventuelles problématiques avant que les utilisateurs soient impactés. Parce que étant les moyens principaux de connexion aujourd'hui, du Wi-Fi, en fait, on commence à s'attendre la même performance, la même fiabilité que le filaire. Et effectivement, pour toute cette partie fiabilité et performance, on sait aujourd'hui proposer des solutions réseau en Wi-Fi de nouvelle génération basées sur de nouvelles plateformes, nouvelles entre guillemets, parce que ça fait quand même maintenant un an et demi qu'on a mis sur le marché ces nouveaux contrôleurs Wi-Fi. Les bornes Wi-Fi sont arrivées un peu plus récemment. On va les voir dans les détails dans les prochains slides. Mais en plus que, on va dire, les équipements, récemment, il y a un nouveau standard en fait qui va aider le monde du Wi-Fi à devenir plus performant et plus fiable, et qui est le Wi-Fi 6. Alors, le standard, en réalité, c'est ce que l'on appelle le 802.11ax, ou comme l'I3E l'a appelé le High Efficiency WLAN. Wi-Fi 6, c'est plutôt la certification que le Wi-Fi Alliance a introduite, la nomenclature, pour rendre les choses aussi un peu plus faciles à retenir. Wi-Fi 6 est un peu plus rapide à retenir que 802.11ax, et qui apporte vraiment beaucoup de nouveautés. Une journée ne serait pas suffisante à toutes les lister. Et, il y a 3 axes principaux sur lesquels ce standard se base, et qui sont l'amélioration des débits, comme tout nouveau standard à peu près, mais surtout l'efficacité spectrale et aussi l'efficience énergétique. Il y a des grosses nouveautés sur ce front-là. Alors, loin d'être une session de transformer des Fourier et de radiofréquences,
Mais juste pour vous laisser aussi, pourquoi pas, peut-être que ça va intéresser certains d'entre vous, vous laisser avec quelques diagrammes, quelques schémas sur en fait comment on arrive à cette amélioration des débits et aussi pourquoi parfois l'amélioration des débits, en fait, c'est pas forcément tout dans un standard Wi-Fi. On va les voir dans quelques secondes. Alors oui, c'est bien d'améliorer les débits, mais on va voir que c'est pas forcément le gros intérêt de ce nouveau standard-là. Pour vous donner une idée très rapide, si on imagine une borne Wi-Fi comme un gros boîtier dans lequel il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a à une extrémité sur la droite, il y a l'antenne de laquelle le signal va sortir. Mais avant l'antenne, il y a pas mal de composantes électroniques qui ont différentes fonctions. Il y a des composantes qui ont comme fonction, alors là je ne vais pas être précis du tout, mais pour aller un peu rapidement, des composantes qui ont comme fonction de prendre un certain signal et de l'échantillonner. Donc de nous fournir du signal d'origine qu'on voudrait envoyer, des séries de signaux sous forme des échantillons, des séries de signaux qu'on peut en gros mapper vers des 0 et des 1. Plus de séries on arrive à sortir en parallèle et on arrive à mapper dans un seul, ce que l'on appelle symbole, dans ce que l'on appelle un modulateur. Donc dans un seul, alors dans l'exemple c'est un couple de 0 ou 1, mais on pourrait avoir des modulateurs qui vont augmenter à des quadruplets, etc., etc. Donc plus de séries on arrive à sortir et plus on arrive à les mapper ensemble vers un seul point de notre cadran, ben en fait plus performant est notre modulateur et du coup plus rapide sera notre transmission parce qu'on arrivera à concentrer beaucoup plus d'informations dans un seul point. C'est un peu le rôle du modulateur. Donc là on voit notre modulateur, c'est un modulateur à ce que l'on appelle une constellation de 4 points, donc 4 QAM. On peut bien évidemment mapper vers d'autres points du même modulateur. Après, on envoie les tout à travers l'antenne. Le récepteur le reçoit. Il fait à peu près l'opération inverse. Il démodule et en fait, il obtient les informations d'origine. Pour le moment, ça reste relativement simple. Quand on commence à avoir un modulateur 4 QAM qui n'est pas du tout considéré comme quelque chose de performant sur le Wi-Fi, il faut savoir qu'avant, avec le Wi-Fi 5, donc ce qui était les 11AC, on avait des modulateurs qui pouvaient monter à 256 QAM. Donc il y a un gros 256 points vers lesquels on peut mapper plusieurs séries de notre signal d'origine en parallèle, donc avoir beaucoup plus d'informations concentrées dans un même symbole de notre constellation. En revanche, vous l'aurez déjà remarqué, plus notre modulateur est performant, plus les points de la constellation sont très rapprochés l'un de l'autre, et du coup, moins on a le droit à l'erreur. Parce qu'avec 4 points, on peut bien se tromper, mais à peu près, on va rester dans le même cadran et on sait récupérer le symbole d'origine. Là, avec 256, si on se trompe de très peu d'à côté, on risque de tomber sur les symboles à côté et donc d'envoyer ou de recevoir quelque chose qu'on ne voulait pas. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour bien exploiter un modulateur à 256 QAM, il faut que nos conditions d'émission et de réception, donc en gros la qualité de l'air du Wi-Fi, soient très très propres pour que les signaux soient bien émis et bien reçus, et donc bien interprétés. Ça, c'était un 802.11ac, donc le Wi-Fi 5. Un Wi-Fi 6, on passe à 1024 QAM. Donc là, on arrive à des performances de notre technique de modulation extrêmement élevées, mais qui, en revanche, demandent de conditions d'émission et de réception extrêmement propres si on veut exploiter ce genre de performance. C'est juste un exemple pour vous montrer comment, effectivement, à chaque standard, on augmente en performance, mais quand même, on demande beaucoup au déploiement Wi-Fi pour qu'il soit très, très propre pour que ces performances-là puissent être exploitées.
sans vouloir forcément lire tous ces chiffres ensemble, pour vous donner encore un exemple, si on prenait le mieux de notre modulation en 1024 QM, donc notre dernière ligne, et on hypothésait des agrégations des canaux à 80 MHz, qui est le mieux du mieux qu'aujourd'hui on peut faire dans la vraie vie, parce que 160, on l'évite, sinon on épuise la liste de fréquences à disposition. Ben là, on voit que au mieux du mieux, on arrive pour ce que l'on appelle un seul spatial stream à 600 mégabits par seconde, en sachant que tous ces chiffres-là sont des chiffres théoriques. En vérité, pour avoir le vrai throughput d'une cellule Wi-Fi, il faut faire souvent 50-70% du débit nominal. Donc aujourd'hui, les bornes Wi-Fi dont on va vous parler supportent de 4 à 8 spatial streams. Quand on a par exemple 4 spatial streams, ça veut dire 600 x 4, 2.4 gigabits par seconde nominaux. Et du coup, on fait facilement sur les 1.2, 2 gigabits de throughput réel. Tout ça aussi pour vous anticiper pourquoi nous supportons sur les bornes Wi-Fi des ports d'uplink à multi-gigabits qui effectivement permettent de supporter largement les throughputs qu'on pourrait attendre avec les Wi-Fi 6. Voilà, juste pour vous donner quelques exemples de mathématiques, on aime bien parfois accélérer un peu dans la technique. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent derrière un Wi-Fi 6 sur les performances. Ce n'est pas forcément le gros intérêt. Un des gros intérêts du Wi-Fi 6 va être l'efficacité spectrale, ou ce que l'on appelle l'OFDMA. Et encore, en quelques mots, on ne va pas y passer des heures et des heures. Un Wi-Fi 5 ou un précédent, à un instant T donné, en fait, on dédiait l'ensemble de nos sous-fréquences d'une fréquence centrale principale pour émettre vers un seul utilisateur. Un Wi-Fi, et ça s'appelait OFDM. Un Wi-Fi 6, on change vraiment la philosophie avec ce que l'on appelle OFDMA. À un instant T donné, on pourra dédier différents blocs des sous-fréquences d'une même fréquence porteuse, différents blocs de sous-fréquences à différents utilisateurs. Et donc, dans ce cas-là, avoir une utilisation beaucoup plus efficace du signal à un instant T donné, parce qu'avant, on aurait pu avoir très peu de données à émettre, mais comme à un instant T donné, tout était réservé à un seul utilisateur, on gâchait des ressources. Donc, avec l'OFDMA, on arrive à une optimisation des ressources et aussi à une gestion de la QoS beaucoup plus avancée. En quoi ça se traduit tout ça? En fait, avec des simulations et des études, on pourra voir que là où un Wi-Fi 5, donc 11AC ou antécédent, par exemple, si on prend le graphe sur la droite, quand on avait notre nombre de terminaux Wi-Fi qui augmentait sur une même borne Wi-Fi, sur une même antenne, le throughput se dégradait petit à petit pour tout le monde. Donc, plus de clients, il fallait partager un peu plus les throughput et donc ça baissait beaucoup plus vite. Un Wi-Fi 6, comme on aura une meilleure gestion, une meilleure efficience spectrale, les throughput pourra rester un peu plus au niveau pour tout le monde, même avec une augmentation dans le nombre d'utilisateurs. Et il y a d'autres exemples derrière qu'on pourrait évoquer aussi pour des communications voix qui vont bénéficier de temps de latence beaucoup plus améliorés avec le Wi-Fi 6. Autre chose que le Wi-Fi 6 va apporter, et là je vais y passer très vite, mais bon, on n'en parle pas beaucoup encore, mais c'est plutôt ce que l'on appelle aussi du BSS coloring. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, avec du Wi-Fi 6, des bornes Wi-Fi qui émettent sur la même fréquence, au lieu que prendre en compte les émissions de tous les voisins sur la même fréquence et du coup se dire, moi j'ai beaucoup de voisins autour de moi, donc je ne vais pas trop parler pour ne pas déranger autant de voisins autour de moi, en fait les bornes Wi-Fi vont se synchroniser entre voisins qui émettent sur le même réseau et du coup en fait qui ont la même conversation.
de cette manière-là, on pourrait faire attention uniquement à certains voisins, mais pas forcément à tous nos voisins sur la même fréquence, et donc avoir des temps de bake-off beaucoup plus améliorés. Des temps de bake-off, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'entends un voisin qui parle sur mon même réseau, là, je vais me taire pour ne pas rentrer en collision. Mais si je vois d'autres voisins, oui, sur la même fréquence, mais sur des réseaux différents, je sais que je peux éviter d'en tenir compte, comme eux, ils ne vont pas tenir compte de moi, parce qu'on n'est pas sur la même conversation. Et donc, on pourra libérer les médiums Wi-Fi beaucoup plus rapidement. Sans aller trop dans les détails du BSS coloring, on peut les penser un peu comme un restaurant. Quand on est assis dans une salle très bruyante au resto, en fait, tout le monde parle très très fort, mais en fait, on sait faire attention uniquement à la conversation qui est en train de se passer à notre table. Et du coup, même si on tombe dans un restaurant très très bruyant, en fait, on arrive à distinguer uniquement la conversation de notre table et on peut continuer dans une certaine mesure à parler à voix haute et on saura écarter les conversations des tables à côté parce qu'en fait, on les aura colorées, justement. Donc, c'est le principe en fait du BSS coloring. Autre innovation dans les Wi-Fi 6, ce n'est pas la dernière dans les standards, mais c'est la dernière qu'on va évoquer, on va dire de manière très technique. C'est ce qui va venir à l'aide du monde des objets connectés, de l'IoT, avec en fait la possibilité de mettre en veille des terminaux pour des temps très très longs. Alors techniquement, on pourrait monter jusqu'à quelques années, il n'y aura pas forcément toujours besoin de faire ça. Mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tous les petits objets connectés qui ont besoin d'envoyer juste quelques kilooctets de données une fois par semaine, là, ils pourront se mettre en veille justement pour des temps assez larges, par exemple une semaine justement, et se réveiller sans besoin de se réauthentifier sur les réseaux. Donc, il y aura de réconnexion beaucoup plus rapide quand un terminal sort de sa mise en veille. Donc, voilà, il y a toute une attention particulière du Wi-Fi 6 sur le monde de l'IoT. Ça ne s'arrête pas uniquement en temps de mise en veille. Wi-Fi 6 qui sera aussi on va dire, un voisin, parfois une alternative, ou parfois qui ne pourra pas se substituer toujours aussi au réseau opérateur, parce qu'il y a toujours il y aura cette question de 5G versus Wi-Fi 6. C'est un peu la question qu'il y a toujours eu 4G versus Wi-Fi 5, 3G versus Wi-Fi 4, etc. Chez Cisco, on n'a pas forcément une religion particulière sur ces deux technos. C'est celle qui répond au mieux à chaque besoin. Les deux ont des avantages et des inconvénients. On peut faire des sessions dédiées uniquement une journée sur le sujet. Mais en gros, comme dans les passés, la différence entre réseau opérateur et Wi-Fi, souvent les réseaux cellulaires, plutôt, pour être plus précis, ont une couverture qui peut aller un peu plus loin avec moins d'antennes. En revanche, parfois, le déploiement est un peu plus coûteux. On n'a pas forcément toujours les contrôles sur les flux qui passent parfois par une infrastructure opérateur. Et voilà, d'un autre côté, là où en Wi-Fi, il y a souvent le besoin de déployer plus d'antennes, on garde un peu plus le contrôle sur toutes les configurations et les données. Et on se base aussi sur des fréquences libres qui parfois rendent le prix beaucoup plus intéressant, même s'il faut déployer plus d'antennes. Ça se discute à chaque fois. Voilà. Selon le besoin, on peut envisager l'un ou l'autre. Aujourd'hui, bien évidemment, on se concentrera un peu plus sur la Wi-Fi, même parce que la 5G, ça va prendre encore quelques mois, quelques années avant d'être déployé dans la vie réelle. En termes d'architecture Wi-Fi, nous nous basons depuis des années maintenant, et nous continuons à nous baser sur un standard qui a été écrit par l'I3E spécifiquement pour ça, qui s'appelle CapWAP,
et qui est en gros le protocole de communication entre deux entités dans nos infrastructures Wi-Fi, qui sont le contrôleur et les bornes Wi-Fi. Le contrôleur est le service, souvent identifié avec un équipement physique, mais pas nécessairement. Le contrôleur, c'est le service, en gros, qui synchronise plusieurs bornes Wi-Fi en parallèle, qui pousse des configurations de manière centralisée et qui parfois fait aussi transiter les flux des terminaux Wi-Fi. Et d'un autre côté, la borne Wi-Fi est bien évidemment celle qui fournit le signal aux terminaux. Grâce à ce standard-là, en fait, nous pouvons, au standard de CAPWAP, nous mettons en place des infrastructures Wi-Fi qui sont sécurisées, parce que ce standard-là est chiffré par défaut, avec des options de découverte natifs de la MTU sur peu importe le réseau au milieu. Donc, c'est une infrastructure dite de overlay, parce qu'elle est agnostique par rapport à tout réseau au milieu. Du moment où le contrôleur Wi-Fi et la borne Wi-Fi ont une connexion IP, ou plus dans les spécifiques UDP, sur des ports spécifiques, en fait, ils peuvent communiquer ensemble. Et une fois que les bornes Wi-Fi et les contrôleurs communiquent ensemble, on a plusieurs options de commutation des données. La plus classique, c'est celle de faire transiter les flux à travers les contrôleurs en centrale, si les ressources de nos utilisateurs se trouvent plutôt en centrale. Mais rien n'empêche aussi de commuter les données en local avec une infrastructure que l'on appelle FlexConnect. Si par exemple les ressources des utilisateurs sont plutôt distribuées en local, comme ça pourrait être dans un réseau d'agences, et commutation locale qui a été aussi reprise par les architectures dites Software Defined Access, et que vous allez voir dans les prochains webinaires bientôt. SDA va être un focus principal de cette série de webinaires, donc vraiment n'hésitez pas à vous connecter les jeudis et les mardis des prochaines semaines pour en savoir beaucoup plus sur cette architecture-là aussi. En termes de plateforme, qu'est-ce que ça veut dire un contrôleur Wi-Fi? Un contrôleur Wi-Fi peut être déployé sous différentes formes. La plus connue, la plus classique, c'est celle de serveur physique. Donc, ce sont des boîtiers qui aujourd'hui vont sous le nom de Catalyst 9008. Différentes tailles selon la taille du réseau. Il n'y a aucune différence fonctionnelle entre un 9008 physique ou virtualisé, par exemple, et entre les différents modèles de 9008 physique. Ils supportent tous exactement les mêmes fonctions. Les différences sont plutôt sur le nombre de bornes Wi-Fi supportées, le nombre de terminaux connectés et le débit si on commute les flux en centrale à travers les contrôleurs 9008. Au catalogue, nous gardons toujours les gammes précédentes qui étaient basées sur un OS appelé ROS, donc les gammes 3504, 5520 et 8540 sont toujours au catalogue. Elles peuvent coexister avec des contrôleurs 9008 pour des migrations en douceur, si jamais il faut envisager des migrations. Donc il y a toute une série d'options pour, si on le souhaite, passer d'un contrôleur de génération précédente ROS vers les nouveaux contrôleurs 9008. Ils peuvent se synchroniser pour le roaming des terminaux entre deux familles de contrôleurs. Ils peuvent se synchroniser pour l'affectation automatique des fréquences et des puissances d'émission sur les bornes Wi-Fi. Donc, les deux systèmes opératifs sont prévus pour coexister ensemble dans beaucoup d'architectures. Ensuite, les 9008 peut être déployés aussi sous forme de machines virtuelles. Machines virtuelles dans un cloud privé, donc déployés sous VMware, par exemple, mais aussi disponibles sur le marketplace Amazon, par exemple, ou très récemment Google Cloud aussi. Autre option, faire tourner les services de contrôleur Wi-Fi embarqués directement sur un switch Catalyst 9000, mais dans ce cas-là, donc dédié aux architectures SDA, et vous allez avoir un peu plus de détails dans les prochains webinaires, ou alors services de contrôleur Wi-Fi embarqués aussi directement dans les bornes Wi-Fi,
et qui va sous le nom, dans ce cas-là, de Embedded Wireless Controller. L'ancien nom qui a changé récemment, c'était Mobility Express. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas un boîtier dédié ou une machine virtuelle dédiée qui fait contrôleur Wi-Fi. Ce service virtualisé est virtualisé dans la borne Wi-Fi. Et dans ce cas-là, nous sommes plutôt dans des déploiements de taille un peu plus petite et un peu plus isolés. Avec les contrôleurs 9008, nous reprenons bien évidemment toutes les fonctions des générations précédentes, donc les générations ROS. Tout ce qu'on avait en ROS, on le retrouve sur les nouvelles gammes 9008. Donc des fonctions stars, notamment comme la redondance de type stateful. Il y avait déjà une option de redondance N+1 qui était un peu plus historique. Sous ROS, une fonction qui a fait un petit carton sur le marché, c'était cette redondance stateful, donc sans aucune déconnexion ni pour les bornes Wi-Fi ni pour les terminaux en cas de bascule d'un contrôleur actif vers le standby. Et tout ça a été repris bien évidemment pour les Catalyst 9008. Catalyst 9008 qui en revanche, grâce au nouvel OS iOS XE, nous permettent d'apporter des nouvelles fonctions sur le marché qui sont un peu plus révolutionnaires par rapport à ce qu'on pouvait faire en ROS avec les générations précédentes. Des choses comme par exemple dans une architecture Wi-Fi déjà déployée, avec des sites avec différentes familles d'AP, ou tous avec la même famille mais avec une version très spécifique. Mettons qu'on souhaite ajouter un nouveau site avec une nouvelle famille d'AP qui vient de sortir. Et dans ce cas-là, à une époque, il aurait fallu mettre à jour les contrôleurs Wi-Fi, le redémarrer, et donc ça voulait dire mettre à jour l'ensemble de nos sites. Ben maintenant, avec le Catalyst 9008 et ce que l'on appelle des device packs pour les AP, on peut ajouter de nouvelles familles de bornes Wi-Fi sur une ancienne version, juste en ajoutant sur le 9008 une espèce de patch qui s'appelle un device pack et qui permet tout de suite de connecter une nouvelle famille d'AP sans besoin de mettre à jour l'ensemble de notre infrastructure et sans besoin de redémarrer les contrôleurs Wi-Fi. Alors certes, là, on garde quand même une version qui était antécédente à la sortie de la nouvelle gamme d'AP qu'on veut connecter. Donc, cette nouvelle gamme va être utilisée avec les mêmes fonctions de l'ancienne version, mais ça nous donne quand même la possibilité de déployer tout de suite une nouvelle gamme d'AP en attendant éventuellement une fenêtre de maintenance pour mettre à jour la version du contrôleur Wi-Fi dans une image qui permet de déployer, d'exploiter à plein les dernières fonctions de la toute nouvelle gamme. Donc l'AP Device Pack, pour ajouter encore une fois de nouveaux modèles d'AP sans besoin de redémarrer notre déploiement, et c'est quelque chose qu'on vient justement de sortir pour les AP 9130 qui peuvent être aujourd'hui connectés sur une version 16.12.1s qui à l'origine n'était pas sortie pour supporter cette gamme d'AP. En termes de mise à jour des contrôleurs Wi-Fi, quand on veut appliquer une nouvelle version sur les Catalyst 9008, nous pouvons nous appuyer aujourd'hui aussi sur une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle ISSU, In Service Software Upgrade, qui est quelque chose qu'on avait déjà dans le monde des connexions filaires, des switches, qui permet en gros de mettre à jour une paire de contrôleurs Wi-Fi sans redémarrer les contrôleurs Wi-Fi en parallèle. Donc la possibilité en gros de pousser une nouvelle image sur une paire qui est en mode redondance stateful, en mettant à jour dans un premier temps uniquement les contrôleurs de standby, on garde notre contrôleur actif dans la version actuelle, les AP dans la version actuelle et les standby dans la nouvelle version qu'on va appeler V2 dans l'exemple. Les AP aussi pré-téléchargent la V2, mais ils ne vont pas se mettre à jour tout de suite. À ce moment-là, on inverse les rôles des contrôleurs, donc notre contrôleur dans la nouvelle version V2 devient actif, les standby, l'ancien actif devient standby avec son ancienne version V1, et les AP restent toujours connectés avec l'ancienne version V1 et la V2 prête à être utilisée. Et ça, justement, le fait d'avoir un contrôleur actif en V2 et les AP en V1, c'est quelque chose qui a été possible grâce au nouvel OS iOS XE.
Là, on va mettre à jour l'ancien actif qui est devenu stand-by. Donc, on le passe lui aussi en V2. On se retrouve avec notre pile de contrôleurs Wi-Fi dans la nouvelle version. Les AP toujours en V1, toujours pas redémarrés. Donc, tous nos terminaux Wi-Fi toujours connectés. Et uniquement à partir de ce moment-là, on peut déclencher un redémarrage progressif des AP qui va sous le nom de Rolling AP Upgrade et qui consiste du coup à mettre à jour les AP, à appliquer la nouvelle V2 de manière progressive grâce à la formation. Alors là où possible, parce qu'il y a certaines zones où on se retrouve avec une seule borne Wi-Fi, donc il n'y aura pas trop de choix. Mais dans des zones de couverture où il y a plusieurs AP qui peuvent se relayer les uns avec les autres, ben, on va les mettre à jour de manière progressive, de manière à essayer d'avoir tous les temps un minimum de couverture Wi-Fi. Et donc, sans redémarrer tous nos AP en parallèle. Et aussi, quand on a déjà mis à jour quelques AP, pour des AP qui vont être mis à jour, on va bouger les terminaux connectés vers des AP qui ont déjà appliqué la nouvelle version avec des standards comme par exemple le 802.11b ou des fonctions comme l'Optimize Roaming et qui permettent justement aux terminaux d'être basculés vers des AP avec la nouvelle version et qui vont être déjà actifs pendant que des AP dans l'ancienne version V1 vont eux aussi redémarrer et se mettre à jour. Donc, il y a toute une série de fonctions qui ont été réfléchies sur les nouveaux contrôleurs 9008. Déjà, pour répondre de manière isofonctionnelle tout ce que les anciens contrôleurs savaient faire, pour coexister avec les anciens contrôleurs, mais aussi pour apporter encore plus de fonctionnalités pour réduire, par exemple, notamment le temps de mise à jour d'un réseau Wi-Fi, ce qui peut devenir critique dans des réseaux qui doivent être opérationnels presque H24, des chaînes de production, des réseaux où on a, on va dire, des patients connectés tous les temps, ou tout autre réseau Wi-Fi qui ne peut pas se permettre d'être mis hors ligne trop souvent. Donc il y a eu toute une attention là-dessous. Et côté borne Wi-Fi, nous avons aujourd'hui au catalogue, dans les gammes, ce que l'on appelle indoor, 3 familles. 9115 pour notre entrée de gamme, notre borne tout faire pour les hautes performances qui est la 9120 et notre modèle encore plus, on va dire, orienté haute densité, antenne externe, etc., qui est la 9130. 9120 et 9130 qui ont un différenciateur essentiel sur le marché, ce sont des chipsets radio dessinés, conçus par Cisco. Là où l'entrée de gamme, chez nous aussi, parce que c'est pour ça que c'est une entrée de gamme, ou toute autre borne Wi-Fi sur le marché utilise des chipsets génériques sur lesquels, du coup, on doit faire une adaptation software pour supporter des fonctions comme par exemple la détection des interférences. Sur nos modèles phare 9120 et 9130, nous avons des chipsets dédiés Cisco, donc un hardware dédié, sur lesquels nous n'avons pas besoin de faire une adaptation software, mais sur lesquels nous savons complètement exploiter justement l'hardware pour optimiser les performances déjà des terminaux sur les standards comme le Wi-Fi 6, mais aussi pour ajouter tout un tas de fonctions additionnelles comme la détection des interférences, l'utilisation d'une radio dédiée pour faire des captures Wi-Fi, la possibilité aussi d'avoir héberger des applications métiers pour qu'elles réutilisent des radios IoT embarquées dans ces gammes spécifiques. Donc la possibilité d'utiliser un système de containers dans ces AP pour héberger des applications IoT qui n'auraient pas besoin de déployer d'autres hardware, mais qui pourraient juste exploiter les radios Zigbee ou Thread ou BLE déjà embarquées dans ce type de borne Wi-Fi. Il y a beaucoup d'autres fonctions qu'on va voir dans quelques secondes. On garde toujours au catalogue aussi des gammes dites outdoor. Donc en gros, ce sont des gammes durcies, avec une toute dernière gamme qui est arrivée avec les modèles
6300, avec encore plus de certifications, notamment sur la partie ATEX. On a eu une question très pertinente récemment d'un client dans le monde industriel qui nous a dit oui, mais du coup, comment ça se fait qu'on a des gammes Wi-Fi 6 pour l'intérieur et pour l'outdoor? Les gammes aujourd'hui n'arrivent qu'au 802.11ac Wave 2, qui est en gros, on peut dire, le Wi-Fi simple. C'est très simple parce qu'en outdoor, on cherche un AP durci. On ne cherche pas toujours les derniers standards parce que les conditions en outdoor sont un peu plus compliquées. Du coup, de toute manière, on n'arrivera pas forcément à exploiter, comme on l'a vu, toutes les modulations augmentées du Wi-Fi 6 comme on pourrait le faire en indoor. La priorité dans les besoins en outdoor ou parfois dans les besoins industriels, dans des environnements un peu plus compliqués, c'est un AP durci. Et donc, c'est pour ça que pour les moments en outdoor, on reste sur des standards 802.11ac Wave 2, mais nous travaillons bien évidemment aussi pour arriver avec des modèles Wi-Fi 6. Et pour ça, nous dévoilerons plus de nouveautés vers la deuxième moitié de l'année. Toutes ces gammes de bornes, sur toutes ces gammes de bornes Wi-Fi 6, par exemple indoor, nous avons repris des fonctions radio qui ont fait un peu l'histoire du Wi-Fi Cisco et sur les catalystes 9008 aussi. Donc nous retrouvons toutes les fonctionnalités dites de Radio Resource Management ou RRM qui sont devenues critiques chez certains clients et qui aujourd'hui sont vraiment un peu notre point d'honneur sur les déploiements Wi-Fi et qui consiste justement à toute une série de gestions automatiques des canaux d'émission et des puissances. Parce que si on avait un déploiement Wi-Fi avec toutes les bornes Wi-Fi sur la même fréquence, déjà les terminaux ne sauraient pas trop vers lequel se connecter et aussi ces cellules Wi-Fi iraient se casser un peu les pieds les unes avec les autres. Donc d'un côté, il y a toute une série de fonctions qui s'appellent Dynamic Channel Assignment pour séparer un peu les fréquences d'émission. Mais même si on séparait les fréquences d'émission, on ne pourrait pas garder toutes les bornes Wi-Fi au maximum de la puissance d'émission parce que de cette manière-là, on rendrait les choses très difficiles pour les terminaux, pour les roaming. Avoir une borne Wi-Fi qui émet à pleine puissance n'est pas forcément toujours la meilleure des choses. Parce que si une borne Wi-Fi émet à pleine puissance tous les temps, en fait, elle décourage un terminal à basculer vers une borne voisine. Et il y a des terminaux, le comportement des terminaux Wi-Fi aujourd'hui n'est pas trop, n'est pas toujours très intelligent, dans le sens qu'un terminal Wi-Fi, tant qu'il voit un signal disponible, il reste accroché. Mais si un terminal Wi-Fi s'éloigne trop d'une borne, il continue à rester accroché, mais il ne pourra rester accroché qu'à des débits très faibles. Et du coup, le temps que ce terminal-là émette à des débits faibles, il va prendre plus de temps aux terminaux voisins sur la même borne Wi-Fi. Et du coup, on dégrade les performances d'une cellule Wi-Fi. C'est pour ça qu'il est toujours souhaité, on va dire, d'encourager le roaming des terminaux entre différentes bornes pour que les terminaux profitent à tout moment d'un bon signal, de bons débits, et du coup, la performance d'une cellule reste assez élevée. Et c'est pour ça qu'avec l'affectation automatique des fréquences, il y a aussi une affectation automatique des puissances d'émission pour qu'on puisse avoir une couverture assez uniforme sans forcément devoir garder nos bornes Wi-Fi au maximum tous les temps et en facilitant comme ça le roaming des terminaux et en améliorant la performance de nos cellules Wi-Fi. Et c'est toute cette série d'algorithmes qui prennent les noms de Dynamic Channel Assignment et Transmit Power Control. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien, très efficacement. Si vous avez été à Cisco Live cette année ou les années précédentes, ou si vous comptez y aller, n'hésitez pas à demander des rendez-vous avec les Network Operations Center, les NOC, dont Vincent Makovsky aussi fait partie, et qui pourra vous expliquer tout ça en live. Mais en gros, si vous avez déjà fait l'expérience de Cisco Live, sachez que ce sont des choses qu'on utilise tous les temps sur ce genre de réseau haute densité.
Algorithme qui profite aussi, qui bénéficie aussi de la détection automatique des fréquences par nos bornes Wi-Fi avec des chipsets radio dédiés et qui du coup permettent vraiment une détection des interférences dédiées sur un hardware spécifique sans aller toucher un software des chipsets radio génériques et qui nous permettent de réadapter, par exemple, cette affectation des canaux si on voit qu'une certaine interférence impacte de manière tellement importante notre cellule radio que de toute manière, les émissions Wi-Fi ne sont plus possibles. Donc, il vaut mieux tout simplement, comme on dit techniquement, se casser et aller chercher une fréquence plus propre plutôt que rester connecté dans une fréquence pourrie sur laquelle, de toute manière, on n'arriverait pas à échanger aucune donnée. Sur les bornes, sur nos modèles SAR 9120 ou 9130, nous avons aussi la possibilité de réutiliser notre radio à 2.4 GHz en la transformant en radio 5 GHz. Toutes les bornes Wi-Fi Cisco aujourd'hui, n'importe quel modèle, sont des bornes dual band. Donc elles ont une radio sur les 2.4 et une radio sur les 5 GHz. En revanche, souvent, si vous avez déjà déployé du Wi-Fi, vous aurez peut-être vu que les cellules 2.4 GHz couvrent généralement plus loin. Et du coup, si comme dans l'idéal, il faudrait faire, on faisait une couverture d'abord en 5 GHz, la couverture en 2.4 GHz pourrait être satisfaite, pas forcément avec toutes les radios de nos bornes Wi-Fi actives. Et c'est pour ça que s'il y a quelques radios en 2.4 GHz qui sont un peu redondantes par rapport à notre déploiement, en fait, on peut les réutiliser en les transformant en deuxième radio en 5 GHz et du coup en augmentant la capacité de notre réseau Wi-Fi en 5 GHz. Ça, c'est une technique d'exploiter ce que l'on appelle du Flexible Radio Assignment, mais l'autre technique, c'est de l'exploiter dans une borne Wi-Fi avec des antennes directionnelles pour couvrir deux secteurs avec deux antennes directionnelles en 5 GHz dans les cas où, bien évidemment, on ne voudrait pas utiliser du 2.4 sur cette borne spécifique parce que de toute manière, le 2.4 est par exemple assuré par d'autres bornes Wi-Fi autour. Et ça, c'est typiquement c'est ce qu'on fait à Cisco Live pour le déploiement avec deux antennes 5 GHz sur la même borne Wi-Fi. Donc en fait, sur une seule borne Wi-Fi, on en concentre en gros deux avec ces deux antennes directionnelles. D'autres fonctionnalités qui vont toujours dans la direction de l'optimisation radio, c'est la possibilité justement de régler de manière automatique la largeur des canaux pour que toujours dans l'intérêt de la performance de notre réseau Wi-Fi, deux bornes à côté ne se, entre guillemets, cassent pas trop les pieds l'une avec l'autre. Et du coup, s'il y a une borne Wi-Fi qui est en train de faire des agrégations à 80 MHz et la borne voisine qui essaierait d'être perturbée si elle aussi elle faisait du 80 MHz, elle peut automatiquement se régler, elle, plutôt sur les 40 MHz. Donc il y a ce que l'on appelle une sélection de la largeur de bande dynamique qui est réutilisée également si par exemple, quand on a une borne Wi-Fi avec, qui peut faire du 80 MHz, on a des événements d'interférence sur un canal spécifique comme un radar. En fait, toute cette série d'algorithmes RRM et dans le spécifique qui s'appelle Flexible DFS permettent d'éviter de continuer à émettre sur la fréquence spécifique affectée par les radars en réadaptant la largeur des canaux à 40 MHz plutôt qu'à 80 MHz dans l'exemple. Il y a beaucoup plus de choses derrière qui se passent. On n'aura pas forcément le temps de les lister juste dans 80-120 minutes ensemble ce matin, mais n'hésitez pas à venir nous voir, demander des rendez-vous dédiés avec vos interlocuteurs Cisco dans nos équipes de compte Cisco pour qu'on vous fasse des sessions encore plus dédiées si ce sont des sujets qui vous intéressent. Toute la partie sur l'optimisation des techniques de roaming,
la détection des attaques en Wi-Fi, etc., etc. Attaques en Wi-Fi qui, alors oui, d'un côté sont prises en charge directement par les bornes Wi-Fi, mais il y a toute une suite de fonctions de visibilité et sécurité qu'on peut coupler avec des déploiements Wi-Fi à travers justement nos solutions de contrôle d'accès et qui s'inscrivent effectivement dans l'approche DNA. Donc, dans notre approche Digital Network Architecture, une brique fondamentale, comme de toute manière depuis des années qu'on fait du Wi-Fi, c'est le contrôle d'accès. Et le contrôle d'accès aujourd'hui chez Cisco est porté par une solution qui s'appelle Identity Service Engine, qui ne fait pas que du contrôle d'accès. Le 802.1x ou le service Radius, voire TACAX pour l'administration des équipements, ce sont des choses un peu historiques chez nous. Mais dans la brique ISE, on a intégré aussi, presque depuis sa sortie en 2012, d'autres fonctions aussi pour supporter également la visibilité des terminaux sur les réseaux, le type de terminaux connectés, pour supporter du BYOD, donc certainement du 802.1x pour les employés ou les machines d'entreprise, mais aussi du BYOD pour les employés ou pour les invités. BYOD pour les invités comme pour du guest, parce qu'on intègre aussi des services de portail captif. Du coup, il y a toute une suite de fonctionnalités d'un côté pour remonter des informations sur la solution de contrôle d'accès et partager ces informations-là avec des solutions de supervision comme DNA Center qu'on va voir plutôt vers la fin de notre présentation, mais juste quelques minutes parce qu'il y a un webinaire dédié dans cette série DNA Days sur DNA Center. Je dirais même plusieurs parce qu'on en parlera tout au long des différents webinaires. Donc DNA Center qui pourra récupérer bien évidemment en tant qu'outil de monitoring des informations de la solution de contrôle d'accès. Donc fonctionnalité de visibilité qui avec un focus aussi sur le monde de l'IoT. Donc il y a une série, on va dire, de configurations pré-packagées pour la visibilité de terminaux IoT, des terminaux médicaux. Il y a toute une initiative dans les contrôles d'accès Cisco qui va sous le nom de Healthcare NAC. Donc en gros la classification automatique de terminaux médicaux un peu plus spécifique dans ce milieu, ou alors encore dans les mondes industriels avec un connecteur API vers des solutions de monitoring des réseaux en bus. Aussi beaucoup de fonctions BYOD dans la solution de contrôle d'accès pour déployer des certificats sur les terminaux ou déployer des configurations réseau sur les terminaux, des portails captifs, que ce soit pour de l'hotspot public, de l'hotspot d'entreprise, ou alors pour le support même des logins avec les réseaux sociaux. C'est pas forcément ce qu'on voit le plus souvent, mais ce sont des choses supportées. Et une solution de contrôle d'accès qui voit encore plus de valeur dans l'approche justement SDA, mais pas que, parce qu'en fait, c'est une solution de contrôle d'accès à travers laquelle, depuis des années, bien évidemment, on supporte ce que l'on appelle de la segmentation. Donc, le fait, effectivement, d'avoir différents groupes d'utilisateurs ou de terminaux dans différents VLAN. Ça, c'est un peu l'exemple typique du contrôle d'accès. On fait de l'affectation de VLAN à l'accès quand on fait du 802.1x. En revanche, de plus en plus, on voit chez certains clients, alors ça peut être dans des réseaux invités, ça peut être dans des réseaux industriels, où en fait, on n'a pas la possibilité d'avoir plusieurs VLAN. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? S'il faut distinguer deux groupes d'utilisateurs ou de terminaux différents sur le même VLAN, comment on peut en distinguer le filtrage? Si on se base sur du filtrage sur les adresses IP, on risque de ne pas s'en sortir parce que tout le monde est sur le même VLAN, donc tout le monde obtient une adresse IP sur la même plage. Donc appliquer des access lists différentes, alors on pourrait le faire avec des downloadable access lists, mais pas forcément tous les équipements réseau le supportent.
Du coup, comment faire quand on a tout le monde sur le même VLAN ou tout un groupe d'équipements sur le même VLAN? Ça peut être un groupe d'objets IoT pour lesquels on n'avait pas forcément réfléchi à l'origine à utiliser différents VLAN, parce que historiquement, c'était comme ça. Ou alors différents groupes d'utilisateurs sur un même réseau invité, là où on voudrait avoir peut-être des invités premium ou des invités standards. Voilà, alors encore une fois, avec les access lists, on ne pourrait pas s'en sortir. En revanche, on peut s'en sortir avec ce que l'on appelle de la microsegmentation. La microsegmentation, en fait, c'est une affectation de tags qui vont sous les noms de Security Group Tags, toujours faite à travers la solution de contrôle d'accès ISE, et qui permet ensuite à l'équipement d'accès, alors là on parle d'un équipement Cisco, mais on va voir comment ça peut être supporté aussi avec des équipements non Cisco. L'équipement Cisco est capable de d'appliquer un binôme adresse IP tag. Et à partir de ce moment-là, on peut affecter des tags différents à des objets différents, tout en les gardant sur la même plage d'IP, mais après, on pourra baser nos access control list sur les tags au lieu que sur les adresses IP. Donc, adresse IP sur la même plage, mais tags différents, et du coup, on peut différencier les niveaux d'accès à travers les access lists basés sur les tags ou ce que l'on appelle des security group access lists. Ça, c'est la notion, on va dire, de base qui va être aussi reprise dans les architectures SDA. Pour des réseaux non Cisco, ou alors là où on voudrait déléguer le filtrage par tag, pas aux équipements d'accès, mais plutôt à des équipements de filtrage comme des firewalls, on peut communiquer les tags avec un protocole standardisé qui s'appelle SXP, qui aujourd'hui est supporté par d'autres constructeurs que Cisco, comme par exemple les firewalls Fortinet. Mais encore une fois, si on n'a pas justement de switch d'accès Cisco ou des firewalls qui supportent le SXP, il est toujours possible de partager les tags par API, donc ce sont des API complètement ouvertes, vers des firewalls Cisco et non Cisco, pour que les firewalls utilisent ce genre de tags. Et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on fait largement avec des solutions type Palo Alto ou encore Checkpoint, par exemple. Peu importe, encore une fois, vous le voyez un peu dans le symbole du petit nuage, peu importe les réseaux qu'il y a au milieu. Donc c'est une solution qui est complètement agnostique du réseau, si on le souhaite, et qui pourrait ne dépendre que de la brique ISE et même pas, en fait, des équipements réseau. Après, bien évidemment, il y a beaucoup plus d'intérêt quand on l'utilise dans une optique des switches Cisco, parce qu'il y a toute une série d'options d'automatisation et management beaucoup plus facile des security group tags et des security group access lists à travers l'outil d'automatisation qui est DNA Center et qu'on verra dans les prochaines minutes et plutôt dans les prochains webinaires. Security group tags qui sont aussi utilisés de manière native dans les architectures SDA, Software Defined Access, dans la fabrique LAN que vous allez voir dans les prochains webinaires et pilotés de manière centralisée par la solution Cisco DNA Center. Donc, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, la microsegmentation, la gestion automatique de toutes ces politiques de filtrage en quelques clics à travers une seule interface unifiée, n'hésitez pas à vous connecter au prochain webinaire parce qu'il y a toute une série de présentations avec ce focus-là qui pourrait vraiment vous intéresser. Sur le Wi-Fi uniquement, toutes nos solutions Wi-Fi supportent de manière native les Security Group Tags, que ce soit sur les contrôleurs pour les flux centralisés, sur les AP directement pour les flux en locaux. On peut les partager en SXP, on peut les partager en API à travers l'ISE. Tout est supporté rien qu'avec une infrastructure Wi-Fi de type overlay et toujours peu importe les réseaux qu'il y a au milieu. Donc, c'est une technologie qui a été introduite par Cisco sur le marché depuis des années et qui ne requiert pas un réseau, comme on le dit souvent, full Cisco pour être utilisé. À la limite, si on voulait un peu voir les cas les plus extrêmes, on pourrait juste avoir la brique ISE
pour utiliser cette partie micro-segmentation. Donc n'hésitez pas encore à venir nous voir si ce sont des fonctionnalités qui vous intéressent, si vous avez aujourd'hui ce genre de besoin de micro-segmentation. Ça nous arrive souvent, alors parfois dans le monde de l'IoT, mais par exemple, on a eu un client qui historiquement avait un réseau invité qui utilisait un subnet, un /16, et qui d'un jour au lendemain a dû changer les services invités et en fait créer des comptes invités premium et des comptes invités standard, donc avec 2 différents niveaux d'accès et de filtrage, mais en fait, vu ce subnet /16 historique, ils ne pouvaient pas s'en sortir avec des access lists. Et du coup, ils ont implémenté une solution à base de security group tag pour pouvoir distinguer les guests premium des guests standard et faire le filtrage de ces 2 types de flux sur les firewalls grâce à différents security group tags. Juste pour vous donner quelques idées. Pour continuer avec nos services avancés, toujours dans cette optique Digital Network Architecture, qu'est-ce qu'on peut faire en plus que juste du Wi-Fi? Comment répondre à certains besoins métiers, en plus que la sécurité, la microsegmentation, mais parfois aussi la géolocalisation, que ce soit le suivi de certains objets, le suivi des personnes, l'envoi de messages, d'alertes, ou alors tout simplement la possibilité de monitorer notre réseau Wi-Fi sous un point de vue des zones d'affluence des utilisateurs. C'est quelque chose à laquelle on peut répondre avec des services de géolocalisation qu'on peut déployer, alors soit sur un réseau Wi-Fi existant, sans trop de besoin de refaire le design radio. Si vous avez déployé un réseau Wi-Fi dans un premier temps pour la data ou la voix, tout de suite, quand on pense à géolocalisation, on se pose toujours la question, est-ce que je dois refaire mon design radio? Pas toujours. Ça dépend un peu de ce qu'on veut faire avec la géolocalisation. Il y a une technique de géolocalisation très simple qu'on peut ajouter à tout déploiement Wi-Fi sans besoin de rien toucher au design radio ou même à la configuration d'un réseau Wi-Fi. Et c'est en fait la technique dite de présence. En fait, une borne Wi-Fi saura toujours nous dire si un terminal Wi-Fi est là ou pas, pendant combien de temps, s'il revient et combien de fois pendant la journée, la semaine, le mois, l'année, et aussi grâce au niveau de signal avec lequel on capte le terminal Wi-Fi, on pourrait dire c'est un terminal Wi-Fi assez proche de la borne, donc on peut le considérer comme un visiteur, ou c'est un signal tellement faible qu'en fait le terminal il est trop loin, donc en gros c'est quelqu'un qui passe juste à côté et on n'a pas besoin forcément d'en tenir compte dans nos statistiques. Et tout ça, on peut le faire avec la notion de présence. En revanche, la notion de présence, comme on le voit un peu dans le schéma où le terminal est un peu en transparence, ne saura pas nous dire autour de la borne où le terminal se positionne. Pour ça, effectivement, on a des techniques de géolocalisation plus spécifiques, plus puissantes, notamment ce que l'on appelle des trilatérations, et qui va demander, un peu comme le nom le dit, un minimum de 3 bornes Wi-Fi, alors dans l'idéal c'est même 4, qui captent le même terminal avec un certain niveau de signal, pour qu'à ce moment-là, effectivement, on puisse essayer de positionner le terminal sur un plan avec une coordonnée XY et un certain niveau de précision. Ça, bien évidemment, demande un design Wi-Fi spécifique, parfois un peu plus exigeant qu'un design Wi-Fi pour la data ou la voix. Et ça peut s'appliquer à des terminaux Wi-Fi connectés ou non connectés. Ça se base sur les trames dites de probe RSSI. Donc, en gros, ce sont les trames de découverte du Wi-Fi d'un terminal. Pour vous donner un exemple, mon smartphone, quand je suis à la maison, il est connecté au Wi-Fi de la maison, bien évidemment. Mais quand je me déplace à l'extérieur et ma carte Wi-Fi est toujours active, lui, il cherche toujours le réseau de la maison parce qu'il s'en souvient. Et ce message de recherche sont appelés des probe requests.
Du coup, à travers ces messages de request de tous les terminaux Wi-Fi, on peut capter les niveaux de puissance et si on combine ensemble les informations de plusieurs AP, on peut arriver à cette technique de trilatération pour arriver à positionner un terminal sur un point précis dans un plan. Ces messages de trilatération dépendent fortement des terminaux. Du coup, là, on est un peu à la mercé des temps de recherche du réseau Wi-Fi des terminaux, mais on a d'autres techniques derrière qu'on ne va pas forcément vous présenter pour des questions de temps, qui s'appellent Fast Locate ou encore Hyperlocation et qui peuvent être basées plutôt sur les paquets data et donc qui ne dépendent pas des choses comme par exemple le terminal lui-même, la randomisation de MAC adresse, etc., etc. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si ce sont des besoins aujourd'hui vraiment d'actualité chez vous dans votre société. Et comment on utilise les données de géolocalisation? En gros, on les utilise avec un serveur que l'on appelle CMX on-premise, sous forme de serveur physique ou machine virtuelle, qui lui dialogue d'un côté, bien évidemment, avec notre déploiement Wi-Fi, donc le contrôleur notamment, et le contrôleur reçoit les données des bornes Wi-Fi. Il calcule les coordonnées de géolocalisation et après partage ces données-là avec tous les outils qu'on souhaite. Et c'est là la puissance de la solution. La puissance de la solution CMX, c'est la base de données avec les coordonnées de géolocalisation qui peuvent être partagées avec des solutions Cisco, donc Prime Infrastructure, DNA Center pour le monitoring, mais avec toute autre application tierce à travers des API. Et à travers des API et des applications tierces, bien évidemment, on peut du coup mettre en place des systèmes d'alerte, des systèmes de promotion de certaines offres vers les terminaux dès qu'ils rentrent dans une zone spécifique, la possibilité d'alerter une équipe d'intervention si une personne avec un certain terminal Wi-Fi ou un certain tag radio Wi-Fi entre ou sortent d'une zone critique, etc., etc. Donc il y a aussi tout ce genre de besoins auxquels on pourrait répondre avec de la géolocalisation Wi-Fi. Géolocalisation qui est supportée également par l'équivalent de CMX, mais plutôt offert sous forme de service cloud et qui va sous le nom de DNA Space. DNA Space est un service cloud qui fait bien plus que juste de la géolocalisation. Il y a aussi toute une série de services de portail captif orientés à de l'hotspot public et de l'analyse des données, donc de l'analytique de la géolocalisation, là où CMX fournit uniquement la base de données. Donc, ça peut reprendre le rôle de CMX pour la géolocalisation et en faire un peu plus. Selon les besoins, les obligations de chaque client, nous pouvons nous adapter soit avec un modèle on-premise, donc plutôt entre guillemets privé, soit plutôt sur un cloud public Cisco avec la solution DNA Space. Et pour compléter tout ça, ça ne va pas forcément être un gros focus de mes dernières slides parce que Vincent va vous en parler la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous synchroniser sur nos webinaires de nouveau, notamment mardi prochain sur la partie assurance, mais déjà dès jeudi, parce que Sébastien vous montrera des choses sur les serveurs DNA Center qui hébergent notamment avec un fort intérêt pour les solutions Wi-Fi, un service que nous appelons d'assurance. Les Wi-Fi, c'est très bien, mais ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui de le monitorer parce que beaucoup d'utilisateurs en profitent parce que les utilisateurs font beaucoup de choses sur le Wi-Fi aujourd'hui qu'ils ne faisaient pas dans le passé et il y a beaucoup plus d'applications qui passent en Wi-Fi par rapport au passé. C'est pas juste que des emails ou du web, il y a de la voix, il y a des vidéos didactiques, il y a des formations comme aujourd'hui. On est tous en formation à distance et j'imagine la plupart d'entre nous connectés en Wi-Fi. Et du coup, aujourd'hui, quand il y a une problématique sur n'importe où dans la chaîne des connexions Wi-Fi,
qui n'est pas forcément la radio, mais c'est peut-être, je ne sais pas, on n'arrive pas à obtenir une adresse IP, on n'arrive pas à accéder à une application. Le premier ressenti des utilisateurs, c'est que le Wi-Fi ne marche pas. Et comment nous pouvons vous aider à déjà comprendre si c'est vraiment le Wi-Fi qui ne marche pas ou c'est autre chose, voire même à anticiper ces genres de pannes, à voir qu'une application ou un service réseau commence à échouer avant que les utilisateurs le remarquent, avant que les utilisateurs soient impactés. C'est pour ça que nous essayons d'apporter bien plus de choses que juste un contrôleur Wi-Fi, une borne Wi-Fi ou un outil de monitoring. Nous essayons d'apporter un vrai outil de troubleshooting et de prédictivité ou de ce que l'on appelle aussi de machine learning sur le Wi-Fi. Nous le faisons avec différentes sources de données qui sont d'un côté, comme nous l'avons fait depuis toujours, des données remontées des équipements réseau, mais pas que. Il y a beaucoup de données qu'aujourd'hui nous arrivons à récupérer directement des terminaux Wi-Fi eux-mêmes, chose qu'on n'arrive pas à faire avant, voire aussi des données que nous arrivons à récupérer des sondes Wi-Fi. Et ça, c'est une autre grosse nouveauté que nous avons introduite déjà il y a quelques années sur les réseaux Wi-Fi. Donc des sondes Wi-Fi. En quelques mots, pour vous anticiper ce que vous allez voir aussi avec Vincent, il y a d'un côté les réseaux qui remontent les données à un outil, plutôt un serveur, qui s'appelle Cisco DNA Center et qui permet bien sûr de monitorer l'état du réseau. Mais nous avons développé depuis des années maintenant un partenariat avec Apple et Samsung parce que ces deux constructeurs supportent d'un certain modèle de leurs terminaux. Alors aujourd'hui, Apple, c'est la plupart des terminaux commercialisés, des smartphones, des tablettes commercialisées aujourd'hui. Samsung, ils ont commencé depuis quelques mois, donc c'est plutôt sur les derniers modèles. Mais en gros, c'est deux constructeurs, et on en a d'autres avec qui on travaille, comme Intel, par exemple, qui produit les cartes Wi-Fi pour les laptops. Ces constructeurs-là supportent l'envoi dans les trams Wi-Fi d'informations additionnelles qui fournissent en fait au réseau le point de vue du terminal. Donc en gros, le terminal envoie à la borne Wi-Fi qui après remonte à l'outil de monitoring la liste des AP autour de lui avec les différents niveaux de puissance. Et de cette manière-là, on arrive à montrer, à construire une topographie de comment le terminal voit les réseaux. Parce que on a beau à savoir que nos bornes Wi-Fi voient correctement le terminal, mais est-ce que le terminal nous voit correctement? Pour savoir si peut-être il a les bonnes conditions pour faire du roaming, pour savoir peut-être pourquoi il s'est déconnecté du réseau. Et du coup, là, on récupère ce point de vue du terminal qu'on n'avait pas avant et qui est bien évidemment centralisé en termes d'information, des données remontées sur l'outil Cisco DNA Center. Dans la même optique, on peut déployer des boîtiers dédiés que l'on appelle des sensors. Ce sont des petits boîtiers Cisco sous le nom de 1800S comme sensor et auxquels on peut dire maintenant, toi, tu te connectes au réseau Wi-Fi d'entreprise ou au réseau Wi-Fi invité avec la même technique d'authentification que par exemple les employés. On peut télécharger un certificat spécifique sur les sensors pour qu'ils s'authentifient comme un vrai employé et pour qu'ils sondent les services réseau ou d'autres choses encore de manière périodique. Alors, ils peuvent sonder des choses des plus basiques comme la connexion radio, l'obtention d'une adresse IP, l'authentification, à des choses beaucoup plus avancées comme la disponibilité d'une URL métier, la performance du réseau avec des tests de débit, des IP et CELA, etc. Donc en fait, pour monitorer justement la chaîne de bout en bout. Pas que la radio, mais aussi l'authentification, l'adresse IP, la joignabilité du serveur web pour un service spécifique métier, la joignabilité du serveur mail, etc., etc. Et du coup, en monitorant les statistiques remontées par les sondes qui agissent comme des vrais terminaux, en gros, on peut
anticiper des problématiques sur notre Wi-Fi avant que les utilisateurs finaux soient impactés. Et donc, toute cette partie prédictivité, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant dans les réseaux Wi-Fi et qui s'inscrit justement dans une volonté de rendre le Wi-Fi aussi performant et fiable que le filaire. Donc, des réseaux de monitoring qui sont apportés par Cisco DNA Center, qui peuvent aussi rester sous une certaine forme d'un Prime Infrastructure, qui était l'outil de monitoring un peu plus historique chez Cisco. Les deux outils peuvent coexister. On peut en utiliser qu'un ou que l'autre. On a différentes options de déploiement. Peu importe, encore une fois, le modèle de contrôleur ou d'AP à déployer ou déjà déployé aussi. Et du coup, par exemple, pour vous donner déjà quelques points de réflexion sur comment essayer de passer à ce Wi-Fi des prochaines générations, que ce soit juste pour du Wi-Fi 6 ou plutôt pour ajouter justement tous ces services d'assurance et de mesure de la qualité des utilisateurs sur le Wi-Fi. Déjà, les contrôleurs, c'est important. Peut-être que vous avez des modèles de contrôleurs qui sont déjà supportés, comme les générations précédentes au 9008, ou si vous envisagez de déployer de nouveaux contrôleurs 9008 qui, eux, peuvent coexister avec les anciennes générations. Donc ça, c'est souvent quelque chose de relativement facile et souvent déjà disponible. Il s'agit peut-être d'une montée de version sur les contrôleurs existants, en sachant que la partie DNA Center Assurance est déjà supportée à partir de la version 8.5 des contrôleurs, qui était faite exprès pour être une release dite long live, donc pour continuer à supporter des anciennes générations d'AP. Après, il y a bien évidemment des versions que nous recommandons dans les spécifiques, mais qui ne sont pas forcément toujours obligatoires. Et déjà, avec les contrôleurs et un minimum de versions software, on peut déployer DNA Center, les senseurs aussi, mais encore une fois, de manière optionnelle, et commencer à utiliser les services d'assurance sur le Wi-Fi. Service d'assurance qui ne va en aucun cas modifier notre réseau Wi-Fi existant. Donc c'est quelque chose qu'on peut déployer en mode read-only, en plus que le Wi-Fi, sans toucher rien que ce soit sur notre configuration Wi-Fi actuelle. On l'a déjà fait chez plusieurs clients dans des réseaux de production où on a pu, au plein milieu de la journée, connecter DNA Center au contrôleur Wi-Fi existant, bien évidemment sous condition que la version soit la bonne, mais même un milieu de journée, un milieu des opérations de production, on peut connecter le DNA Center et commencer à remonter des informations du contrôleur vers le DNA Center pour la suite d'assurance. Donc, passer au Wi-Fi que l'on appelle Next Gen, sans même passer à du Wi-Fi 6 tout de suite, est déjà possible rien qu'en ajoutant DNA Center Assurance sur un réseau Wi-Fi existant. Si vous avez aussi déjà fait l'investissement, par exemple, de Prime Infrastructure, si vous avez déjà fait l'investissement aussi de configurer dans Prime Infrastructure tous les services, tous les plans avec l'emplacement des AP, l'orientation, etc., la configuration des contrôleurs Wi-Fi, tout ça est peut-être migré avec des outils déjà disponibles dans Prime et dans DNA Center vers DNA Center aussi si vous voulez commencer à utiliser cette solution-là. Donc, il y a des options de migration transparentes qui ne vous demandent pas de refaire tout le travail que vous avez déjà fait, de réinvestir dans des opérations de configuration et de planification du réseau Wi-Fi que vous avez potentiellement déjà fait dans le passé. Et après, bien évidemment, à partir de là, on peut toujours évoluer encore plus, passer peut-être vers des gammes de bornes Wi-Fi 6, passer peut-être vers des gammes filaires de switch avec le support de SDA, avec les supports d'uplink mGig pour justement supporter les throughputs Wi-Fi 6 une fois que ces throughputs-là seront demandés par les terminaux dans les prochains mois, prochaines années, etc., etc. Mais tout ça, la partie SDA
on va vous laisser un peu avec la curiosité de la technologie parce que ça va être traité de manière très approfondie dans les prochains webinaires. Je vous remercie encore pour l'écoute au nom du reste de l'équipe pour ce premier webinaire de lancement, en sachant que nous, on va rester connectés encore une petite dizaine de minutes pour prendre toutes les questions que vous auriez. Et on vous donne bien évidemment rendez-vous au prochain jeudi et mardi. Donc on va continuer jusqu'au 23 avril, toujours de 10h à midi, pour d'autres sessions autour du Cisco Digital Network Architecture, DNA Center, avec l'automatisation du réseau va être le prochain sujet avec Sébastien. Et avec ça, merci encore pour votre écoute et à jeudi matin pour le prochain webinaire des DNA Days. Merci beaucoup. Merci à tous.